Alors, je vais vous parler de mon parcours. Je suis issue d'une famille de fonctionnaires européens. J'ai grandi à Bruxelles. Quand on vit dans ces milieux-là, tout le monde parle toutes les langues. Et pour finir, quand on veut communiquer avec eux, on parle en français, mais on va à l'essentiel. Et sans le savoir, en fait, j'ai appris à aller à l'essentiel pour me faire comprendre. Je ne savais pas à cette époque-là, mais je posais déjà les bases de mon futur métier, la signalétique. Donc j'ai fait des études, j'ai commencé à Saint-Luc, à Bruxelles, et j'ai fait 8 ans d'école d'art, et j'ai continué par un 3e cycle à l'école Boulle. Pour gagner ma vie, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé à l'étudiant, et pour finir, j'ai réalisé mon diplôme de fin d'études de l'école Boulle, que j'ai finalement réalisé à l'étudiant, et j'y ai naturellement réalisé l'identité et la signalétique. Mais c'est au parc Astérix que j'ai vraiment découvert ma voie. J'ai eu un poste absolument extraordinaire, je m'occupais de la communication transversale, c'est-à-dire comment communiquer à des clients à partir de l'entrée de l'autoroute. Donc les panneaux que vous voyez avec le petit Astérix, c'est le fruit de mon travail, jusqu'à la sortie, tous les messages qu'on va vous communiquer du début à la fin. Donc ça veut dire que mon métier, c'est évidemment de les guider, de les rassurer, il ne faut pas que vous vous perdiez, mais aussi, et de plus en plus on me le demande, d'impacter sur la consommation. Les décors, ils peuvent être parfaits, vous le savez tous, on a tous fait cette expérience. Il peut faire un temps magnifique, mais si vous ne trouvez pas le restaurant et vous mettez 3 heures pour trouver votre voiture, vous ne revenez pas. À cette époque, je travaille longtemps là-bas, et puis le parc Astérix, ça devient trop petit pour moi, et c'est la mode de l'externalisation, donc je profite de ça, et je prends mon premier envol et je monte ma première boîte. Sauf que quand on faisait des écoles d'art, parce que je pense qu'aujourd'hui ça a changé, à l'époque on apprend à analyser, on apprend à concevoir, on apprend à dessiner, mais on n'apprend pas à faire du business. Quand je commence, je ne sais même pas ce que c'est qu'un prix hors taxe, donc je pars de très très loin. Mais quand même, je décroche rapidement le musée Grévin, le grand aquarium de Saint-Malo, on a été copié aux États-Unis d'ailleurs, la signalétique du Concorde-Lafayette, et puis, comme je suis assez culottée, j'ai entendu parler du parc de Vulcania, je vais à l'office du tourisme à Clermont-Ferrand, et de fil en aiguille, je finis par travailler en direct avec Valéry Giscard d'Estaing, et il me demande d'avoir une mission pour assurer la cohérence de tous les lots qui concernent les visiteurs, c'est-à-dire à chaque fois qu'on parle de Vulcania, la signalétique extérieure, la signalétique intérieure, la scénographie. Donc c'est d'assurer cette cohérence. Les projets s'enchaînent, et assez vite, à cette époque-là, je comprends qu'il est nécessaire dans mon métier de maîtriser la fabrication. En effet, vous pouvez avoir un dessin fantastique. Si vous ne maîtrisez pas la fabrication, le dessin il peut être trahi ou sublimé par un prestataire qui comprend bien le dossier. Donc les projets s'enchaînent, je prends des parcs et je les réalise de A à Z, la programmation, la conception, jusqu'à la fabrication. Donc je commence avec un gros parc au nord d'Amsterdam, un parc à Bagatelle au Touquet, et enfin le bioscope. Les bioscopes, comme les autres, appartiennent au groupe Grévin et compagnie. Le bioscope, c'est un énorme projet, c'est un programme neuf. Donc il faut tout concevoir, du début à la fin, jusqu'au prix, jusqu'aux petits panneaux de sécurité, on doit tout faire. C'est un très très gros chantier, et c'est fantastique. Mais au même moment, la CDA fait une OPA sur Grévin et compagnie, et toute l'équipe qui mène le projet change. Je ne suis pas en état à l'époque de me poser, j'y vais jusqu'au bout. Pendant 6 mois, on ne fait que ça. On bosse comme des fous, on livre en temps et en heure. Le principal pour moi, c'est que mes clients sont contents. Au même moment, et ça ce sont les événements de la vie, mon père a un cancer et je l'accompagne jusqu'au bout. Ça, c'est quelque chose c'est une question qui ne se pose pas. Mais de fil en aiguille, ça fait 6 mois à 8 mois que je ne fais pas de prospection. Et je me rends compte, parce que je n'ai pas beaucoup d'analyse de mes chiffres, ça je ne l'avais jamais fait,
que finalement, la CDA, ça avait fini par faire 70% de mon chiffre d'affaires. Et puis ce qui se passe, c'est que la CDA décide de blacklister complètement tous les prestataires qui travaillaient pour le groupe précédent. Et je me retrouve avec rien. C'est le début de la crise. Les éventuels clients qui pourraient me trouver de nouveaux chantiers, tous les chantiers sont ralentis, ils n'ont plus de crédit et ça s'arrête. Donc je n'y résiste pas, anéanti personnellement et professionnellement. Je passe au tribunal de commerce en 5 minutes, en 2008. Et là, je revois encore le président qui me félicite. Bravo, vous avez pris la décision au bon moment, vous n'avez pas de dette. Bon, ça fait une belle jambe. Et à cette époque-là, j'avais souscrit une assurance chômage avec la GSC. On n'en parle pas beaucoup, mais les gérants en prennent de temps en temps. Mais quand on souscrit, d'abord on pense que ça ne vous arrivera jamais. Jamais on pense qu'on va faire faillite. Donc j'ai pris la souscription minimum. Et une fois que j'avais remboursé le crédit immobilier, il me restait 150 € pour faire vivre mes 2 enfants. Donc je vous parle d'une période un peu difficile. Donc ce que je ne savais pas, c'est que dans le package de l'assurance chômage, il y avait des tas de possibilités pour aider à se reconstruire, et notamment bilan de compétences, des cours, des stages. Donc j'ai tout fait. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on est quand on a été un patron de TPE? J'en sais rien. À quel métier peut-on prétendre? Je ne sais pas non plus. Et en fait, je fais un bilan de compétences et là, je découvre que j'ai vraiment la fibre commerciale et qu'il faut que je recommence. Donc, je fais une tentative quand même, parce que j'ai la trouille. C'est la trouille de remonter une boîte. Donc, je fais une tentative de salarié à un moment donné dans une agence de design renommée. Et là, en fait, je trouve le chaînon manquant, c'est-à-dire le lien entre mon travail jusqu'à présent et les centres commerciaux. Mais je ne suis vraiment pas faite pour être salariée, l'aventure n'aura pas duré très longtemps. Donc, je continue. Autour de moi, j'ai un ami qui est d'un grand groupe. Lui, son métier, c'est de faire du business, de monter des partenariats, de négocier, de signer des contrats. C'est exactement tout ce que je ne sais pas faire. Donc, je lui parle de mon projet. J'ai plein d'idées. Dans ma tête, je n'ai pas arrêté. Et il propose de m'accompagner dans la création je lui propose de l'accompagner dans ma création d'entreprise en tant qu'associé. Donc, en 2009, je remonte une boîte. Et la première difficulté en France, c'est d'ouvrir un compte en banque. C'est quand même extraordinaire. J'avais des clients, j'avais de l'argent, je n'avais pas besoin d'argent, je ne demandais même pas de découvert. Et ben, quand on a fait faillite, ouvrir un compte, ce n'est pas facile. Il se trouve que mon savoir-faire intéresse Unibail et je commence une très très belle mission aux 4 temps où je retourne à mes prêts et mes amours et je retrouve le parcours complet du visiteur. Donc je fais un audit de la signalétique, les plans en 3D. Et mon travail est apprécié. Donc finalement, je fais Confluence, le Carrousel du Louvre, le CNIT. On est en train de finir à Aéroville. On est en train d'en construire un nouveau dans le sud. Et au même moment, la Fédération française de tennis voit mon travail aux 4 temps, me fait appeler et me voilà repartie dans d'autres aventures avec des missions pour Roland-Garros, avec le Master à Paris-Bercy, des campings de luxe. Donc bref, ça marche. Donc c'est reparti. Donc mon métier, pour résumer, c'est certes d'orienter, de guider les visiteurs en fonction des objectifs de mes donneurs d'ordre, mais c'est aussi d'analyser, d'accompagner, et pour que mes conseils soient pertinents, il faut aussi que j'intègre les nouvelles technologies. Parce qu'avec le RFID, etc., on est en train de changer le comportement de la consommation sur un site. Voilà, donc aujourd'hui, je suis fière de moi, j'ai rebondi, mais pour être honnête, sans cette chute, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. C'est un exercice très difficile, mais j'ai été obligée de le faire et je me suis totalement remis en cause. Je suis certes parfois encore fébrile, j'ai peur de grossir, mais ça je pense que c'est assez féminin. Notre agence fonctionne comme celle des archis, donc on n'a pas de structure très lourde. On monte des équipes en fonction des chantiers, parce qu'évidemment on ne travaille pas avec
les mêmes freelances au parc Astérix qu'au Carrousel du Louvre. C'est pas possible. Donc voilà mon parcours. J'avais une petite boîte qui ressemblait plus à une association de freelance. Et aujourd'hui, à l'aide de mon associé, je suis à la tête d'une véritable entreprise. Alors elle est toute petite, mais je pense qu'elle est cette fois crédible et fiable, avec de belles références, je crois. J'ai une approche commerciale beaucoup plus structurée, puisque je n'en avais pas avant. J'ai une clientèle qui s'est diversifiée. J'ai une gestion plus rigoureuse du back-office grâce à mon associé. Et aujourd'hui, on peut se permettre d'afficher une croissance de 20% par an. Donc, j'ai plein d'autres projets, j'ai des tas de projets de développement, j'en ai des dizaines, mais voilà. J'ai un vrai souci, c'est que les missions qui m'arrivent par les recommandations de mes propres clients me prennent tout mon temps, comme vous pouvez l'imaginer, et finalement retardent la mise en œuvre de ces nouvelles idées. Mais comme vous l'aurez compris, compte tenu de mon parcours, c'est un problème que je vis assez bien. Merci.